Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Merci à Nicolas Juchat qui était ici à ma place la semaine dernière. J'espère que je vous ai un tout petit peu manqué pour votre rendez-vous Smart Job, le rendez-vous emploi RH management et vos rubriques habituelles, évidemment, bien dans son job, savoir manager les HPI et les HPE en entreprise. C'est un vrai sujet. On va en parler avec Donia Abida, les CEO de DNA Consulting Group. Elle sera notre invitée. Le cercle RH, les élections TPE, c'est jusqu'au 9 décembre et il faut aller voter. On en parlera avec des syndicalistes, Catherine Giraud de la CGT et Luc Mathieu de la CFDT. Pourquoi les salariés doivent voter dans ces toutes petites entreprises? On fera le point avec eux dans quelques instants. Et pour terminer notre émission Fenêtre sur l'emploi, la France rayonne auprès des étrangers, qualifiés ou pas. D'ailleurs, on en parlera avec Alexandre Jude. Il est économiste chez Indeed à travers une étude qui est passionnante. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler du management des personnes HPI, HPE. On en parle avec Donia Abida. Bonjour Donia. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes CEO. Alors le titre DNA Consulting Group, entreprise française. C'est ça. DNA, ça veut dire ADN. ADN, exactement. Vous avez choisi de nous parler de ce sujet particulier parce que vous coachez évidemment et vous êtes coach tous les publics et avec un focus sur les femmes, je suis sûr que vous allez nous en parler. Pourquoi les HPI, les HPE? Qu'est-ce qui est particulier dans le profil de ces collaborateurs? Alors en effet, c'est un sujet qui est quand même très parlant pour beaucoup et finalement parfois insignifiant. Alors je suis moi-même au potentiel émotionnel et je sais ô combien on rencontre certaines difficultés. Déjà d'une, apprendre à connaître ses caractéristiques et en soi faire la différence entre haut potentiel intellectuel et haut potentiel émotionnel parce qu'on mesure un haut potentiel intellectuel à travers son quotient intellectuel et pour un HPE, haut potentiel émotionnel, c'est le QE, quotient émotionnel. Mais d'abord, ça se calcule. Vous dites on peut calculer un QI pour savoir si quelqu'un est HPI. J'imagine que c'est beaucoup plus compliqué pour le HPE. Alors, j'ai envie de vous dire, tout est compliqué. Pourquoi? Parce que, en fait, finalement, l'individu est complexe. Pourquoi il est complexe? Parce que l'individu a une approche plutôt systémique. On a un système respiratoire, un système endocrinien qui fait qu'en soi, on a une approche vraiment scientifique, aussi liée aux neurosciences, et bien plus complexe que ça ne peut l'être en soi. Donc en fait, on a une approche surtout à travers un psychologue. Donc c'est un psychologue qui peut diagnostiquer, donc ce n'est pas une maladie, ça je tiens à le dire, parce que beaucoup pensent que tout de suite c'est un handicap ou une maladie. Non, pas du tout. Mais ça veut dire qu'un collaborateur peut-être est HPE, HPI, et il nous regarde en ce moment, il ne le sait lui-même pas. Exactement. Et il s'aperçoit en fait que parfois il est quoi? Il est discordant, il est pas dans le groupe, il s'exprime à contre-temps, il parle trop vite. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui nous regarde se dit bah oui, effectivement, je corresponds à ces critères? Alors, il y a des caractéristiques très spécifiques, donc en fait, les hauts potentiels, souvent, se sentent en décalage. Ils ont une pensée aussi en arborescence, donc la pensée, elle est toujours en fait comme une mind mapping, avec des idées interconnectées les unes aux autres. C'est des personnes qui comprennent assez vite, qui peuvent être parfois aussi dérangeantes, parce qu'elles sortent de la norme dans leur mode de fonctionnement, mais aussi dans leur mode de pensée. C'est des personnes aussi qui sont novatrices, qui ont des idées qui dépassent un peu l'entendement parfois, et qui ont aussi... notamment pour les HPE, moi qui suis HPE, qui ont une intelligence émotionnelle. Donc on a aussi cette sensibilité à travers la communication non verbale, les odeurs, les lumières par exemple. Donc c'est assez... Mais qui sont des éléments positifs ou négatifs? C'est des éléments qui vous freinent dans votre développement dans l'entreprise ou c'est des éléments qui vous donnent plus d'énergie? Parce que là, vous êtes dans une zone où il y a beaucoup de lumière, vous êtes dans une situation où le stress est plus important. Comment vous le vivez? Mais écoutez, moi je le vis très bien. Alors, faut être honnête, ça, c'est une excellente nouvelle. Merci Arnaud. En effet, il y a quelques années, je n'étais pas autant positive face à ce phénomène, qui n'en est pas un finalement, parce qu'on est quand même des individus en tant que tels. À proprement dit, si vous voulez, on a c'est une singularité, une spécificité qui fait que j'ai pas envie de vous dire qu'on a plus de stress ou pas, parce qu'on est tous différents, même si on a des atypismes. Les personnes qui sont atypiques sont aussi différents les uns des autres. C'est une singularité certes, mais par nature, on a aussi une personnalité, on a aussi des composantes systémiques de l'individu telles que le comportement, l'essence même de l'individu, l'émotion. Mais ça fait des êtres ou des collaborateurs qui sont aussi des êtres qui à un moment donné s'isolent parce que pas compris, parce que pas entendus. C'est des gens qui se désengagent, c'est des gens qui tombent dans la dépression. C'est quoi le profil d'un HPE ou d'un HPI
qui n'a pas été à la fois diagnostiqué et accompagné? Alors, il y a beaucoup d'interrogations, donc effectivement, ça peut causer du stress parce qu'on ne comprend pas pourquoi on fonctionne de telle et telle manière par rapport aux autres individus de la norme. Donc, on sort de la norme, donc c'est un peu angoissant, inquiétant. Et le groupe vous le fait comprendre? Le groupe vous le fait comprendre, oui. Donc, on a un sentiment d'isolement et d'incompréhension. Et l'idée aussi est que finalement, on a l'impression de devoir tout le temps se justifier ou se surjustifier ou alors se suradapter. Mais c'est compliqué, reconnaissons-le, pour un manager, puisque vous adressez ce sujet en tant que coach, à la fois côté manager et peut-être même d'ailleurs côté personnes qui sont touchées par cette HPI, HPE. Mais c'est compliqué pour le manager parce qu'il est obligé d'avoir un peu une massification de son discours et en fait, il faut quand même l'adapter au profil de la personne qu'il a en face de lui. C'est exactement là où j'interviens. En effet, j'essaie de sensibiliser les managers parce qu'aujourd'hui, beaucoup disent on est HP, on en entend un peu partout, donc finalement, ça perd un peu de son sens. C'est vrai. Mais c'est quand même indispensable au sein des entreprises de prendre en considération toute cette essence, dont la singularité, dont les atypismes, sans oublier aussi les TDAH, qui sont aussi atypiques, pas forcément. TDAH, redonnez-nous l'acronyme. Trouble de l'attention. Voilà. Et donc en soi, et il y a aussi les autistes. Voilà, je ne les oublie pas. Asperger en particulier. Asperger, merci de le souligner. Donc en ce qui concerne les HPI et les HPE, en effet, il est nécessaire au sein des entreprises de pouvoir appuyer le sujet, de pouvoir s'intéresser, notamment aussi former, entre autres, les managers sur le sujet ou les leaders d'entreprise, ou même les DRH, pour avoir aussi une sensibilité et se dire, tiens, peut-être qu'on pourrait en parler au sein des entreprises. Leur faire une place et qu'ils puissent s'épanouir parce qu'ils ont beaucoup de choses à apporter à condition de les faire éclore, c'est ce que vous dites. C'est ça. Merci Donia Abida d'être venue nous rendre visite. Avec vous êtes à la tête et CEO de DNA Consulting Group, qui veut dire l'ADN, on revient au cœur de l'être humain. Merci de nous avoir accompagnés, merci d'être venu sur notre plateau. On tourne une page, les TPE, c'est un sujet essentiel. Et ce sont les élections des élus au sein des TPE. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous pouvez voter jusqu'en décembre et on va en parler évidemment avec mes invités. Vous allez voter pour élire vos représentants du personnel. On va parler, vous l'imaginez bien, du dialogue social. Le cercle RH pour parler d'une manière très concrète du dialogue social avec cette élection au sein des TPE. Vous allez pouvoir, vous ne le savez peut-être pas, élire vos représentants du personnel dans des toutes petites entreprises. Il n'y a pas que les grandes entreprises qui ont le CSE et toute cette organisation. Vous pouvez être élu et représentant du personnel. Il faut le savoir. Élection qui va durer jusqu'en décembre. On va en parler avec mes invités. C'est souvent un boulot compliqué pour les syndicats de mobiliser au sein des TPE. Catherine Giraud, ravie de vous accueillir. Vous êtes secrétaire confédéral CGT, vous venez du secteur de la santé, où il y a des TPE, on ne le dira pas assez, il n'y a pas que les grandes structures de santé. Et à vos côtés, Luc Mathieu, secrétaire national CFDT. Alors, vous n'êtes pas d'accord sur tout, mais je suis sûr qu'aujourd'hui, sur ce débat des TPE, vous allez avoir beaucoup de choses en partage. D'abord, juste un petit mot, parce que l'émission RH Emploi traite évidemment des enjeux du chômage. Nouvel accord signé avec les partenaires sociaux sur l'assurance chômage. Alors, j'ai vu que la CFDT l'avait validé, que la CGT était On consulte nos organisations. Vous consultez. Globalement, on a plutôt le sentiment que vous n'allez pas le voter. Notre premier avis, c'est que c'est encore un accord qui n'est pas très bon pour les chômeurs, oui. CFDT, vous dites chiche ? On dit chiche d'abord parce que ça améliore quand même la situation d'un certain nombre de précaires, de primo-accédants qui se voient dotés d'une assurance chômage, enfin d'une indemnité au bout de 5 mois au lieu de 6 mois, donc ça améliore la situation. Bon, après, c'est aussi un enjeu. Il faut bien voir que cette négociation sur 3 accords, parce qu'il y a eu 3 accords qui ont été signés en même temps. Dont un qui n'avait pas pu être validé à cause de la dissolution. Faut rappeler que... c'est quand même une manière aussi de débloquer le dialogue social et interprofessionnel, puisqu'il y avait eu l'échec de la négociation pacte de vie au travail au printemps. On va venir sur les TPE parce que ça, c'est une bataille que vous menez, aller mobiliser finalement des salariés qui se sentent un peu éloignés des syndicats. Mais j'ai vu qu'à l'occasion de cet accord qui n'est pas validé par tout le monde, on vient de l'entendre, il y avait aussi un texte écrit sur le dialogue social par les partenaires sociaux. Est-ce qu'il y a une nouvelle énergie là, qui est en train de se créer autour de ce mot ? Parce que tous les dirigeants parlent du dialogue social, mais en général, ils ne le font pas bien. Là, j'ai le sentiment qu'il y a un peu une méthode Barnier un peu différente. Ou alors, je me trompe.
Je sais pas, Catherine. Je sais pas si elle est C'est des mots ou différente. c'est des faits? Moi, j'ai l'impression que c'est des mots surtout, mais nous, on a l'impression que faut que tout aille vite. Et en fait, la négociation, ça peut pas se faire comme ça. En plus des négociations qui durent sur un temps court, tard le soir, à l'épuisement parfois. Parce que c'est pas moi qui suis dans les délégations, mais quand je vois mes collègues, je me dis mais Ça, c'est classique. c'est comme ça qu'on négocie. Qu'en fait, c'est pas sérieux, parce qu'on négocie quand même pour la vie des salariés de ce pays, notamment l'accord là, sur l'assurance chômage. On va parler des TPE, il va avoir une réelle répercussion pour ces salariés-là aussi, qui sont un monde de non-droit, qui n'ont pas de représentants du personnel direct. Donc, négocier comme ça, sous cette contrainte de temporalité, moi déjà, je trouve qu'il faut qu'on réfléchisse à ça, c'est pas bon du tout. Il y a le temps long et le temps court, et parfois la négociation, il faut prendre le temps quand même pour se mettre d'accord sur des choses ou avoir de réelles avancées. Vous avez donc co-construit ce texte qui donne le sentiment qu'on est en train de franchir peut-être une nouvelle étape pour revenir à des choses un peu plus saines en matière de dialogue social. Parce qu'on en a beaucoup parlé, mais on a peu agi. En tout cas, c'était une grosse attente des syndicalistes et des militants d'entreprise que de supprimer ces 3 mandats essentiels. Parce que on est là dans la deuxième séquence. Enfin, ça, c'est un acquis important. Ça, on était d'accord là-dessus. Et donc, c'est vraiment c'était vraiment très compliqué pour ça. Donc, on va dire qu'on est plutôt heureux et les syndicalistes sont contents. Après, ça ne change pas le fait qu'il faut quand même aussi travailler à la question du renouvellement générationnel dans les organisations syndicales et dans la du personnel. Donc, c'est un peu la question que je vais vous poser, parce que maintenir à 3 mandats permettait un renouvellement et l'obligation d'aller chercher du 109. Là, si vous ouvrez à 4, 5, 6 mandats, un mandat étant de 4 ans, en fait, vous allez avoir des professionnels du syndicalisme, comme on a pu le reprocher à la politique. Enfin, je ne sais pas. Ouais, moi je pense que les jeunes aujourd'hui n'ont pas du tout le même rapport avec l'engagement que on va dire les plus anciens. C'est-à-dire qu'ils sont d'accord pour s'engager, c'est-à-dire qu'il y a toujours de l'engagement. Et pas aussi longtemps. Mais c'est un engagement à durée un peu déterminée. Comme font les jeunes avec le travail. Voilà. Et puis il faut se rappeler qu'avant les ordonnances Macron, c'était déjà le cas. Il n'y avait pas de limite dans le nombre de mandats. Donc ça, c'est quelque chose de récent. Et qu'on a analysé quand même dans une situation où l'engagement militant est difficile. C'est vrai. Donc, renouveler les équipes syndicales, c'est difficile. Et prendre un mandat, c'est difficile, surtout avec de la pression managériale, patronale. C'est pas toujours très très simple. C'est pas anodin. C'est pas anodin. Donc, dans ce contexte-là, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on avait portée tous ensemble. Moi, quand je parlais de pression tout à l'heure, c'était plutôt sur les négociations nationales. Oui, Et notamment le fait que ce 3e accord vient là où on s'est demandé ce qu'il venait faire au milieu des 2 autres. Mais bon, après tout, on va le prendre. Je pense que celui-ci, on va pas se faire prier pour le signer, parce que c'est plutôt une avancée, mais il arrive un peu de façon incongrue. Là aussi, on aurait pu avoir des négociations un peu plus réfléchies sur faire bilan des ordonnances Macron, puis voir justement où on en était et ce qu'on pouvait améliorer. Ordonnances Macron qui sont souvent critiquées et épinglées par les syndicats en général. Revenons à nos TPE. 5,4 millions de salariés sont appelés aux urnes. Pour vous, les syndicats représentatifs, c'est un énorme enjeu, Luc Mathieu, parce que aller mobiliser ces salariés qui sont dans des petites boîtes de 5, vous êtes du secteur de la banque, ça peut être les courtiers en assurance, des petites entreprises, où globalement, il faut le dire, on parle en direct avec le patron, et on n'a pas besoin d'être un élu syndical pour lui demander une augmentation. Comment vous faites levier là? Comment vous leur dites c'est important d'aller voter? Alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que dans un certain nombre de branches professionnelles, il n'y a que des TPE. Par exemple, dans mon secteur, les agences d'assurance, c'est 30 000 salariés, il n'y a que des TPE, et tout le droit social, il est négocié dans la branche. Et donc, il y a un vrai travail des syndicalistes au niveau des branches professionnelles pour aménager ça. C'est vrai, je dis, chez les agences d'assurance, c'est vrai dans l'hôtellerie, café, restauration, c'est vrai dans la coiffure, c'est vrai dans plein de secteurs professionnels. Et ça crée du droit. Il ne faut pas s'imaginer qu'il n'y a pas de création de droit ou d'augmentation des minima de branche, etc. Donc, il y a quand même une forte activité de négociation pour ces salariés-là. La difficulté... Donc c'est l'enjeu d'aller voter. Oui, il y a un vrai enjeu de représentativité pour tout le monde sur ce sujet-là. La seule difficulté qu'on peut avoir, nous, c'est qu'évidemment, comme c'est un public qui est atomisé sur des centaines de milliers d'entreprises, concrètement, c'est très compliqué d'aller leur parler et d'être en contact avec eux. Bien sûr. Et c'est en fait là la vraie difficulté. Côté CGT, parce qu'on voit bien qu'il y a chaque syndicat des secteurs particuliers, il y a l'industrie, comment on fait pour aller chercher ces salariés? Comment on fait pour aller sur le terrain? Vous n'avez pas assez, évidemment, de militants et d'élus pour aller pousser la porte de toutes les TPE. Comment vous faites?
Ah oui, c'est compliqué de s'adresser. Donc, c'est plus de 5 millions de salariés qui travaillent dans une entreprise de moins de 11 salariés. Donc avec des métiers très diversifiés, puisqu'on peut être le fleuriste, le garagiste, l'agent d'assurance. Donc les métiers sont très variés. Donc ça, c'est d'une complexité. Nous, on s'appuie sur notre réseau de militants qui est conséquent, puisqu'on a plus de 800 unions locales un peu partout en France, donc qui sont déployées sur le terrain pour aller rencontrer tous ces salariés. Et on a fait du matériel qui s'adresse à chaque métier, parce que c'est important. Oui. On ne se reconnaît pas derrière le Par sigle métier. TPE. Ouais. Ça ne veut rien dire, en fait. Ce n'est pas une appartenance. On appartient à un métier. À l'assurance. Voilà. On est fleuriste, on est garagiste, on est boucher, etc., etc. On est assistante maternelle. Et donc ça, c'est comme ça, nous, qu'on a conduit notre Je vous coupe, mais campagne. je ne l'ai pas dit, mais c'est important de le dire, l'U2P, qui est l'organisation patronale des artisans et des professions libérales, joue le jeu avec vous. C'est-à-dire qu'il y a un vrai travail collectif entre partenaires sociaux, salariaux et patronaux. C'est quand même pas mal. Complètement. Et je le fais dire à la CGT. Oui, non, mais après, on n'est pas d'accord sur tout avec lui. Non, mais On est bien, voilà. Hein. Mais par contre, là, l'engagement de l'intérêt à faire voter. En fait, ce qui manque dans ces élections, c'est la participation. Bien sûr, qui est très faible en général. Nous, on ne va pas dire que la représentativité, elle n'est pas bonne. On est une première organisation dans les TPE depuis les premières élections de 2012. Mais il nous manque le poids, en fait. Le poids du vote, Bien sûr. qui fait qu'à un moment donné, ces salariés vont pouvoir compter. C'est la plus grosse élection de France, 5 millions de salariés. C'est pour ça que je te donnais ce chiffre. Il est colossal. Si vous réussissez. L'objectif, c'est quoi, là, Luc Mathieu? C'est d'aller chercher 10% de ce corps électoral, ce qui serait. Il faut être extrêmement modeste. Hein. Ouais. C'est pas du tout ce qui va se passer. Moi, ce qu'on dit et ce qu'on a dit aux employeurs, c'est de dire que il faut montrer aux salariés que le dialogue social, il est créateur de droits. Et c'est l'intérêt des entreprises que de le montrer. 5,44, hein, vous avez vu, c'était le taux de participation en 2021. Voilà. Bon. Bon, là, aujourd'hui, on est à 30 000. Hein, depuis hier 15 heures, aujourd'hui, là, j'ai demandé tout à l'heure, il y avait 30 000 salariés qui avaient voté. Et on a encore plus de 10 jours pour voter. 9 décembre. 9 décembre, donc presque 15 jours. Ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup de ces entreprises, de petites entreprises, elles souffrent dans des branches professionnelles d'un problème d'attractivité des métiers. Montrer qu'il y a du droit syndical et qu'on construit du droit pour les salariés dans ces secteurs-là, c'est aussi un facteur d'attractivité pour ces métiers-là. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut voir ce qu'on a demandé à l'U2P, qui a accepté de s'engager et de faire et d'alerter et de mobiliser ses adhérents pour faire voter les salariés dans ces entreprises-là. Maintenant, on verra, personne ne sait le résultat qu'on constatera le 20 décembre, hein, le 19 au soir. Mais vous êtes premier, la CGT, je ne sais pas où vous situez, vous, la CFDT, dans le classement deuxième. Vous faites partie des deux gros syndicats. On voit quand même que le rapport, je dirais, à la hiérarchie, il est en prise directe dans une entreprise du CAC 40 avant de toucher le patron, excusez-moi, mais vous avez une chance sur 1 million de le rencontrer. Là, vous poussez la porte de votre courtier en assurance et vous allez vous asseoir à son bureau. Ça change quand même le rapport au travail et à la relation avec la hiérarchie quand même. Ben oui, parce que nous, on a fait une étude et ce qu'on voit, c'est que finalement, les salariés, quand ils ne vont pas bien, de toute façon, ils partent. Parce qu'il y a trop de proximité avec l'employeur. C'est ça, c'est presque émotionnel là. Donc ceux qui restent, ils se sentent bien au travail. Puis c'est concret, il y a du sens. Dans les grandes entreprises, aujourd'hui, on perd un peu le sens. Là, il y a du sens. Donc, ils sont attachés à leur travail. Malgré tout, ce qu'on voit, c'est que c'est des salariés qui gagnent moins bien leur vie. Le salaire est inférieur par rapport à la moyenne des entreprises privées en France et qui travaillent plus. Et pas qu'un peu. Pour vous donner un chiffre, alors que la DARES nous dit qu'il y a 17% de salariés qui travaillent le week-end, pour les TPE, c'est 41% de salariés qui travaillent le week-end. Et ces dimensions-là sont les mêmes pour les heures supplémentaires. Donc public etc. plus exposé à une forme de précarité, de métiers difficiles, c'est ce que vous évoquez? Oui, et du coup, un monde de non-droit. Parce que pas de représentant syndical direct, ils connaissent mal leur convention collective, 50% à peine savent qu'ils vont avoir des élections, là ils peuvent voter, et ils sont à peine 50% à le savoir. Donc c'est un monde de non-droit et du coup c'est compliqué. Puis comme vous dites, c'est pas un patronat comme les autres. Non. Donc artisanal, de petite taille. Là, du coup, le poids des branches est très important. Bien sûr, bien sûr. Et on voit quand on a un poids important dans les branches qu'on peut gagner des choses. Nous, on le voit chez les assistantes maternelles. Où, elles sont concernées, elles sont concernées dans ce vote. On a gagné la mise en place d'un CSE, tous ensemble, pour les assistantes maternelles particuliers employeurs, qui sera le plus gros CSE de France, avec participation des employeurs. Donc ça veut dire qu'il y a 1 400 000 salariés quand même il y aura dans ce CSE. c'est un très gros CSE là. Oui,
donc, ils vont pouvoir avoir accès à de la billetterie, des choses avantageuses. Ouais, qu'ils comme avaient les pas. grandes entreprises. Comme les... Oui. C'est ça, Alors en ça fait. existait déjà dans l'artisanat. Ouais, c'est vrai que ça existait Oui, dans mais- l'artisanat. Ça existait déjà, mais voter. Aspect pratique, ceux qui vont aller voter, ils vont voter en ligne. Ils ont des listes par syndicat, pour le dire simplement. Ils ont des noms. En ligne ou par Ou correspondance. par correspondance, mais ils ont des noms qu'ils ne connaissent pas forcément. Non, bien sûr que On non. est d'accord. Ils n'ont pas de nom. Ils n'ont Ah, pas. bah non, ils ont Bah, que bah, c'est sur alors, sigle. Hein. C'est sur sigle. Hein. Sur sigle. C'est une vote sur signe. Nous, à la CGT, on a souhaité avoir des candidats, parce qu'on se bat depuis 2012 pour Donc, ça. Donc nominatif. on a, du coup, des candidats. Et on trouve que c'est normal, parce que les salariés vont voter pour des représentants Oui. dans une instance qui s'appelle Commission régionale Et interprofessionnelle. qui ne correspond pas au paritaire. secteur pour celui qui vote. On est d'accord, c'est plus Bah, compliqué. c'est c'est interprofessionnel. interpro. Voilà. Donc l'assistante maternelle peut voter pour Alors, un l'assistante candidat. maternelle, ils ont leurs Ils ont instances leur. particulières. D'accord. Voilà, Ok. donc certains secteurs vont avoir des instances particulières, mais le gros de la troupe, c'est les Mais je veux dire, le banquier, l'assureur, le salarié de l'assurance peut aller voter pour un candidat de la CGT ou inversement de la CFDT qui n'est pas de son secteur. Oui, bien Moi, sûr. j'imagine qu'il va voter pour la CFDT. Bah, c'est régional, hein, de toute façon. Après, il y aura des représentants. Non, mais c'est important de l'expliquer, Mais il y c'est a un peu trois- complexe. Oui, c'est un peu complexe parce qu'en fait, c'est des strates historiques. Il y a eu, c'est d'abord l'artisanat qui s'est organisé avec des commissions paritaires régionales C'est ça. de l'artisanat, qui sont assez les plus avancées, on va dire, où ces commissions régionales, elles travaillent aussi sur la popularisation des métiers, sur l'information des salariés sur les différents métiers, etc., qui donnent accès à un équivalent d'activités sociales, etc. Après, il y a eu aussi les professions libérales qui se sont structurées. Qui a intégré On a l'UDP d'ailleurs. signé un accord qui ont intégré l'UDP après. On a signé un accord l'année dernière avec eux sur la question du dialogue social. Et puis ensuite, il y a pour tout le reste, j'allais dire. Tout le reste. Toutes les autres entreprises. Toutes les autres entreprises, ça fait quand même encore du monde. Et au total, niveau 5 interprofessionnel. Et la vraie difficulté, c'est le fonctionnement de ces structures. Eh oui. Parce que globalement, les représentants des salariés, ils ont extrêmement peu de moyens. Alors, Bah oui. ils en ont un peu plus pour les Il faut des heures de libérales. délégation, Eh oui. il faut du temps pour aller Oui. sur le terrain, il faut avoir le temps d'écouter le dossier de la collègue qui appelle en souffrance. C'est ça le sujet Alors, aussi. Hein. Pas tout à fait, mais parce que c'est particulier les CPRI. La nouveauté du vote, quand même, c'est important, c'est qu'il y a un recours par France Connect qui permet aux salariés qui n'auraient pas reçu ces codes ou qui les auraient égarés de pouvoir voter quand même. Donc ça, c'est vraiment une belle nouveauté. On espère important que de le signaler. ça va aider à la Donc participation. on passe par France Connect, Voilà. on met les codes Et alors, info.gouv ou je ne les sais quoi. commissions paritaires, en fait, ce n'est pas des instances de négociation. Il y a très peu de moyens, donc ce n'est pas des représentants qui vont pouvoir aller dans l'entreprise, aider les salariés, les accompagner. Ceux qui font ça, souvent, c'est plutôt les conseillers du salarié. Exactement. Et du coup, ce réseau-là, il est hyper important pour eux. Hein, il est très disponible à la CGT pour les accompagner sur leurs droits, etc. Malheureusement, on n'a pas le droit d'intervention dans l'entreprise, qui parfois pourrait être bien. Donc nous, on pense aussi que si les salariés votent massivement, ou en tout cas un peu plus que la dernière fois, ce qu'on espère, ça va être parti pour être un peu mieux. On espère 30 que 000, c'est pas mal. la montée va continuer. Ça sera peut-être pas, on n'atteindra peut-être pas les 10%, mais ne serait-ce que si on augmente un peu, ce serait déjà formidable. L'idée, c'est de pouvoir avoir une force pour renégocier Dernier mot. l'évolution de ces commissions paritaires pour qu'elles aient plus de moyens. Vous n'êtes pas convaincu, on n'a plus le temps, en 10 secondes. Si vous êtes Je convaincu. suis tout à fait convaincu, parce qu'aujourd'hui, dans les commissions paritaires régionales, il faut savoir, hein, les représentants, ils ont 5 heures. 5 heures par mois, Ce qui est ridicule. réunions comprises. Enfin, vous imaginez ce qu'on peut faire avec Rien. cette durée-là. Alors, on l'a amélioré chez les professions libérales, où désormais on a 10 heures hors réunion, donc ça veut dire qu'on a un peu plus de temps, mais enfin, ça reste quand même très 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 loin. faible comparé des au moyens statut classique qu'ont d'un- les entreprises, qu'ont les représentants du personnel. des heures de délégation dans les grandes boîtes. Plus important. Départementales, avec Voilà. des moyens Bah, d'intervention ça se dans finance. l'entreprise. Toute Enfin, toute la question, c'est évidemment la manière dont on finance. il faut vraiment que le syndicat soit utile aux salariés. Merci, ça sera le mot de la fin. C'est une belle expression. Merci Catherine Giraud, secrétaire confédérale CGT, très engagée, vous l'aurez compris, sur cette élection TPE jusqu'au 9 Jusqu'au décembre. 9 décembre. Allez voter sur Internet par correspondance ou France Connect. Si vous avez raté le coche, merci à Luc Mathieu, secrétaire national CFDT, lui aussi engagé dans cette bataille de la TPE et de l'engagement des salariés. Merci d'être venu nous rendre visite, c'est un vrai plaisir. Je vous dis à bientôt parce que vous venez assez régulièrement et vous revenez quand vous voulez, évidemment, Catherine Giraud. Si vous m'invitez. On tourne une page, c'est Fenêtre sur l'emploi et j'accueille mon invité.
Fenêtre sur l'emploi pour parler du rayonnement de la France à travers ces personnes étrangères, immigrés, migrants, qualifiés ou pas. Et c'est une étude Indeed qui est vraiment très très intéressante à examiner. On en parle avec Alexandre Jude. Bonjour Alexandre. Bonjour. Économiste chez Indeed, avec cette étude sortie il y a quelques semaines sur le rayonnement de la France parmi les autres pays. Alors, on va commencer par la bonne nouvelle. On va la regarder tout de suite. L'attractivité vis-à-vis des candidats étrangers qualifiés, c'est-à-dire des postes Bac plus 5, équivalent Bac plus 5, la France est numéro 1, 36%, 35 les Pays-Bas, 30 les États-Unis, 28 l'Allemagne et 23 l'Italie. C'est la bonne nouvelle de l'étude. La France, non seulement n'attire pas que les investisseurs, mais elle attire aussi des candidats diplômés. Exactement, quand on regarde l'ensemble des clics étrangers sur des postes français et qu'on essaye de faire la classification pour essayer de savoir sur quoi ces étrangers cliquent, on obtient effectivement 36% de clics qui se situent sur des postes qualifiés avec de bons salaires. Par exemple, c'est seulement 17% en Espagne, c'est 21% au Royaume-Uni. Donc quand on regarde encore une fois la répartition des clics étrangers en France, la bonne surprise entre guillemets de cette étude, c'est qu'il y en a 36% de ces clics étrangers qui se font sur des métiers qui sont des métiers très qualifiés. J'entends le niveau de salaire crée l'attractivité. On est d'accord que ce clic, ce choix d'un étranger qualifié, on viendra sur les pays d'origine, c'est quand même un choix qui est lié au niveau des salaires. Alors, pas toujours. Alors, le niveau des salaires joue, évidemment. Il y a plein de facteurs qui jouent. Il y a la perception du pays, il y a la spécialisation productive du pays. Il y a évidemment les emplois pénuriques. Si certains emplois sont pénuriques dans un pays et sont très qualifiés, évidemment, on va probablement noter, en règle générale, dans la plupart des cas, qu'il y a plus de clics étrangers sur ces métiers-là que sur le métier moyen. Alors, l'étude traite évidemment d'un sujet beaucoup plus global que ces étrangers qualifiés, c'est l'immigration de travail qui devient, on le voit politiquement, un enjeu majeur. Alors, oui. C'est à la fois un enjeu très politique, et mettons-le de côté, puis c'est un enjeu pour les économies et pour les entreprises. Et j'ai vu que dans votre étude, eh bien, ça avait augmenté significativement le nombre d'étrangers venant pour le travail. Vous confirmez? Alors, on a plusieurs façons d'essayer de le mesurer. Nous, chez Indeed, on aime bien regarder les recherches en fonction, on va dire, des adresses IP des chercheurs d'emploi, de leur localisation. On a eu un creux pendant la période du Covid avec la fin des mobilités internationales. Mais là, c'est clairement reparti. Et sur la France, on est à plus de 5% du total des recherches qui viennent de l'étranger. C'est au-dessus du niveau de 2019. Étranger, c'est quoi? C'est Afrique? Alors, là, on regarde uniquement les étrangers hors UE. Hors UE. Donc c'est vraiment quelque chose de très restrictif. Asie, Afrique, Europe centrale, c'est quoi les Amériques? Amérique, il y a pas mal de Canadiens, d'Américains qui cherchent en France aussi. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on est souvent un peu pessimiste quand on regarde la France et l'état de la France. Et ce que vous nous dites, c'est qu'il y a quand même autour de ce pays dont on dit qu'il est en train de vieillir, des salariés qui disent « mais c'est un super pays ». C'est ça que ça raconte quand même pour conclure. Oui, il y a, quand on regarde, on va dire, les étrangers que la France attire, encore une fois, c'est relativement divers. Vous allez retrouver en règle générale dans les premières places du classement les pays où ça parle français. Donc effectivement les pays du Maghreb, certains pays d'Afrique, mais aussi une grosse partie de pays proches, en particulier le Royaume-Uni. Énormément de recherches et de clics qui viennent du Royaume-Uni. Effet Brexit. Et aussi voilà, l'Amérique du Nord avec les États-Unis et le Canada qui sont aussi de gros pourvoyeurs de recherche et de clics étrangers. Qui recherchent évidemment autre chose, peut-être même un modèle social totalement différent. Merci Alexandre Jude d'être venu nous rendre visite. Économie chez Indeed. Allez voir cette étude, elle est intéressante parce qu'il faut la plaquer avec les débats politiques qui agitent l'actualité chaque semaine. Merci à vous, merci à vous tous qui réagissez sur les réseaux sociaux et qui nous regardez évidemment à la télévision. Merci à toute l'équipe, merci à Alice à la réalisation aujourd'hui, merci à Héloïse pour le son et merci à Nicolas Juchat évidemment. Merci à vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.